Gouverné par les intérêts, partie 2. N'y a-t-il pas là comme un paradoxe insurmontable, une difficulté intrinsèque dans la mesure où, dès que l'homme est gouverné, il n'est justement plus condamné par son intérêt personnel, mais par des raisons qui ne sont pas les siennes? Cette question en elle-même n'est pas absolument nouvelle. Elle court depuis le XVIe siècle, mais c'est vraiment à partir de la fin du XVIIIe siècle qu'elle devient le principe de la réforme de l'action politique. C'est à cette immense question qu'un certain nombre d'auteurs se sont attelés, et en particulier Bentham. La question pratique concerne le législateur et le gouvernement. Une fois connue et admise cette double vérité que l'homme est gouverné par ses sensations et que l'intérêt individuel est le ressort le plus puissant du bonheur individuel et collectif, la tâche politique en est profondément affectée. C'est là qu'entre en scène l'utilitarisme classique comme doctrine et méthode d'un État moderne, la raison du gouvernement et de la loi, la rationalisation des comportements qu'elle commande, c'est l'utilité, c'est la contribution au plus grand bonheur du plus grand nombre. L'ordre du gouvernement et de la législation repose alors sur l'influence que les arrangements et les lois peuvent produire sur les motifs d'action. La question du technologue politique consiste à se demander comment ces créations artificielles peuvent détourner les individus des mauvais objets et les attirer vers les bons, conformes à l'intérêt du plus grand nombre. Le gouvernement utilitariste, c'est le gouvernement par les intérêts et exclusivement par les intérêts, qui agit grâce à l'interférence des lois et mesures de prévention dans le jeu des rapports d'intérêt entre sujets d'une même société. David Hume en avait tracé l'exquise dans son essai de l'indépendance du Parlement. Il y notait que les auteurs politiques ont établi que ceux qui jettent les bases d'un système de gouvernement et qui déterminent les freins et les contrôles de sa constitution doivent tenir tout homme pour un fripon, nave, et ne lui supposer d'autre motif à ses actions que l'intérêt privé. C'est par cet intérêt qu'il faut gouverner les hommes et, par ce biais, faire en sorte qu'en dépit de leur avarice et de leurs ambitions insatiables, ils coopèrent au bien public. 2001, page 165. La science est l'art de diriger la conduite des sujets prennent les sensations comme élément premier. Jouir, souffrir, faire jouir, faire souffrir. Voilà des expressions dont je connais le sens. Les craintes et les espérances, les sentiments, les désirs et les intérêts se résolvent tous en unité réelle de plaisir et de peine. Ces maîtres de la conduite humaine, le législateur se doit de s'en rendre maître à son tour. Les fictions juridiques, politiques, morales, psychologiques, indispensables dans chacune des branches du savoir et de l'action pour être clairement exposées, doivent être toujours rapportées aux sensations qui leur servent de fondement et de référent. Les sensations sont donc des moyens de gouvernement sous la forme de sanctions directement utilisables par le pouvoir, sanctions politiques ou indirectement manœuvrables par le législateur, sanctions physiques, morales et religieuses. On pourrait avoir l'impression que le législateur ne fait qu'agir directement sur les sujets par la crainte des punitions et par l'espoir des récompenses, que les lois engendrent directement des charges pour ceux qui subissent des obligations et des bénéfices pour ceux qui bénéficient des lois. L'interprétation est sans doute fondée, mais elle est incomplète. En réalité, l'action politique agit plus profondément en déterminant la formation même des intérêts. Elle va plus loin en prévenant les méfaits avant de les voir se produire.